Alors donc je vais rapidement, je vais vous parler de la responsabilité des Africains dans le niveau d'art. Il fut un temps où je repugnais vraiment à discuter de cette question, que je pense avoir bien dépassé depuis longtemps. Je repugnais à en discuter parce que il s'agit, pour les victimes, d'apporter la preuve qu'elles n'ont pas participé à leur propre réduction en bêtes de somme. Il ne suffit pas qu'elles soient victimes, il faut encore qu'elles prouvent qu'elles n'ont pas elles-mêmes contribué à leur mise en servitude. Bon, ça ne me concernait pas ce débat. J'estimais avoir d'autres choses à foutre. Seulement, à force de répéter ce discours sur la responsabilité des Africains, il a pris parce que il n'y a pas eu beaucoup de personnes pour s'élever et le contredire. Argument contre argument, hein, le contredire argument contre argument. Et surtout, bon, moi ça ne me dérange pas que quelques personnes disent ce qu'elles veulent sur le sujet. Et surtout, je l'éprouve comme un poison qui a été instillé entre les Africains du continent et ceux de la diaspora. Et j'ai et je pense que précisément parce que ce poison, il nous incombe à nous de l'extirper pour améliorer les relations, pour nous reconnecter les uns aux autres et avancer ensemble. Voici pourquoi ce thème est devenu important en ce qui me concerne, non pas pour prouver à qui que ce soit la non-culpabilité ou quoi des Africains dans leur mise en esclavage, mais surtout pour reconnecter les Africains à eux-mêmes. C'est donc un impératif stratégique de laver notre linge sale en famille, si linge il y a, afin d'avancer ensemble une fois réconciliés. Donc, taire cette question, soit par mépris, soit par gêne, apparaît comme fuir ou bien la contourner, alors qu'elle subsiste comme un caillou, comme un obstacle sur le chemin de notre renaissance. Voici pourquoi j'ai décidé de l'aborder dans quelques publications et que je suis très heureux aujourd'hui de vous faire part de mes réflexions à ce sujet. Alors, on dit d'une personne qu'elle est responsable si il lui revient de répondre aussi bien moralement qu'éventuellement juridiquement d'un acte. Et cette responsabilité peut être effectivement individuelle, elle peut aussi être collective. Dire que les Africains sont responsables, c'est donc dire que les Africains ont participé eux-mêmes de leur plein gré à leur mise en servitude. Ce discours de la responsabilité existe dans la littérature depuis des décennies et je vais vous proposer un extrait d'Olivier Pétré-Grenouillot qui synthétise très bien l'économie argumentaire de ce discours et c'est à partir de cet extrait que je vais proposer, je vais faire la critique que je vous propose maintenant. Alors, voilà le discours. Donc, c'est Grenouillot, pour ceux qui ont lu le texte, c'est aux pages 74 à 77. Voici ce qu'il dit. Sans l'existence en Afrique d'une offre en captif assez importante et élastique, ces traites musulmanes et chrétiennes n'auraient en effet pas pu se développer. L'essentiel des captifs produits en Afrique noire le furent par les pouvoirs en place. Globalement, ceux-ci sont donc restés les maîtres des jeux de l'échange tout le temps que la traite négrière dura. En conséquence, l'Afrique noire est concrètement et volontairement entrée dans l'engrenage négrier. C'est massif, c'est carré, on ne discute pas. Si j'avais le temps, j'aurais relu le texte pour vous en imprégner. C'est massif, c'est carré. Voici, je le reprends rapidement. Je le reprends rapidement. Ouais, vas-y. Quelles sont les idées forces de cet extrait? 4 facteurs explicatifs de la responsabilité des Africains.
préexistence en Afrique d'une abondante offre de captifs nègres. Donc, avant que les étrangers ne viennent, il y avait plein d'esclaves en Afrique, ils ne savaient même pas quoi en faire. Première proposition. Deuxième proposition, les pouvoirs locaux, les chefs, les rois, tout ce que vous voulez, sont les producteurs et les exportateurs de bois d'ébène. C'était l'une de leurs activités préférentielles pour se faire de la fortune. Que, voilà, de produire, on n'a pas dit, hein, on dit ils produisaient, c'est-à-dire tu fabriques des pochons pour les vendre. Et ils produisaient et ils exportaient du bois d'ébène. Troisième proposition, les rois nègres sont les maîtres des jeux de l'échange. Quatrième, ce sont les Africains eux-mêmes qui contrôlaient le trafic négrier en Afrique. Et alors c'est cette dernière partie de la phrase qu'il faut retenir, pendant tout le temps que dura ce trafic. Donc, la suite de mon développement, c'est pour démonter chacune de ces propositions. Notez qu'il me suffit d'en récuser une seule pour que toute l'économie argumentaire s'effondre. Mais je vais faire l'effort de vous démonter les 4. Comme ça, ce sera réglé, j'espère, une bonne fois. Voilà. Donc, premier facteur explicatif, esclavage antérieur-vaudin. C'est ce que ça veut dire, préexistence en Afrique de l'esclavage. Avant que les étrangers n'arrivent, il y avait plein de troupeaux d'esclaves en Afrique. On ne savait pas comment faire. Commençons par dire ce que c'est que l'esclavage. C'est un système social reposant sur l'exploitation d'esclaves. Donc, pour comprendre ce que c'est que l'esclavage, il faut encore savoir ce que c'est qu'un esclave. C'est un être humain, propriété légale d'un autre être humain. Le légal est très important. C'est-à-dire dans la société où existe l'esclavage, le droit permet à un être humain d'être propriétaire d'un autre être humain. Si cette condition n'est pas acquise, il n'y a pas d'esclavage. J'attire votre attention sur ça parce qu'il existe diverses variétés de servitudes humaines qu'on observe dans différentes sociétés de l'histoire. Sauf que les historiographes qui soutiennent le discours de la responsabilité des Africains réduisent toutes les variétés de servitudes humaines à une seule, celle d'esclave. Quand ils voient quelqu'un qui est dans une situation de servilité, c'est un esclave. Or, la définition rigoureuse de l'esclave, c'est un être humain qui est la propriété légale d'un autre être humain. Sinon, le code n'en a pas de sens. Bon, je ne vais pas développer parce que j'en ai pour beaucoup. Eh bien, moi, ce que je vais essayer de montrer ici, c'est qu'aucune preuve de l'existence en Afrique ancestrale, donc l'Afrique avant l'arrivée des esclavagistes étrangers, aucune preuve historiographique, je suis prêt à recevoir et à discuter avec vous de toutes les preuves que vous pourriez apporter, des sociétés où l'homme avait le droit d'être propriétaire d'un autre homme en tant que bien meuble. Aucune preuve. Dans toute la littérature, ça fait 20 ans que je travaille sur ce sujet, je n'ai jamais trouvé une seule preuve où dans une société africaine, les us et coutumes, c'est ce qu'on appelle le droit, autorisent un être humain à être propriétaire d'un autre être humain. Je n'ai jamais trouvé, j'insiste là-dessus. Ok. Peut-être que je me suis arrangé pour ne pas trouver. Alors, je vous donne des exemples de sociétés africaines. Je vous présente la plus ancienne et la plus illustre des sociétés africaines qui a duré 3000 ans. C'est Kama. Pourquoi le cas de Kama est particulièrement probant? C'est que c'est la société ancestrale dont on dispose le plus d'archives au monde. Et en particulier des archives juridiques à Tille-Larigot, qui ont été étudiées par des savants, pas moi, notamment Bernadette Menu, et qui a même recherché expressément la possibilité juridique d'être propriétaire d'un être humain dans ses archives juridiques. Elle ne les a pas trouvées, elle a écrit un livre pour le dire, je vais vous le présenter dans la suite. Donc voici une première chose. Dans les sociétés africaines ancestrales qui sont documentées, c'est-à-dire dont on dispose d'archives et dont on peut vérifier si elles promouvaient le droit d'un être humain d'être propriétaire d'un autre être humain, dans ces sociétés que je vous ai énumérées, couche. Alors, Ouagadougou, quand je dis, ce n'est pas des tribus là, hein. Je vous parle, Ouagadougou, c'est entre le moins 3e siècle de notre ère et le 10e siècle. C'est un pays qui, à son apogée, est grand comme toute l'Europe occidentale. Ce n'est pas des petits pays. Ce n'est pas une tribu grand comme toute l'Europe occidentale au 9e siècle. Ouagadougou dont je vous parle.
qui a donc son administration fiscale, qui a sa monnaie, le MICTAL, qui a ses ambassades. C'est un grand pays, c'est l'une. Si, je vous prends un exemple. Si à cette époque l'ONU existait, Ouagadougou figurait parmi les pays du Conseil de sécurité et probablement parmi les 2 ou 3 premiers pays du Conseil de sécurité. C'était l'un des pays les plus riches et les plus puissants au monde de son époque. Etc. Voici l'ouvrage dont je vous parle. Non, c'est bon, là c'est les autres. Toutes ces sociétés que j'ai énumérées, vous pouvez aller vérifier dans la littérature. Il y a en particulier l'ouvrage de référence qui a été écrit, qui a été publié par l'UNESCO. C'est donc des dizaines de savants spécialistes de l'histoire de l'Afrique au courant des années 1970 qui ont été rassemblés par l'UNESCO et ont étudié cette histoire de l'Afrique. Il y a eu des colloques, des recherches, ça a duré des années, et ils ont publié un ouvrage qu'on appelle « Histoire générale de l'Afrique » en 8 tomes. C'est la référence, c'est-à-dire quelqu'un qui veut prétendre avoir une culture générale sur l'histoire de l'Afrique doit avoir lu ces 8 tomes. Allez chercher dedans, vous avez donc ces sociétés que j'ai citées, vous avez donc leur histoire, les éléments dont on disposait sur cette histoire dans les années 70, vous ne trouverez pas d'esclavage, etc. Ouais. On peut même préciser que c'est désormais téléchargeable. Les volumes sont téléchargeables sur Internet. Vous avez l'histoire générale de l'Afrique, qui a été traduit en 18 langues, dont la Hausa. Bon. Alors, donc, l'ouvrage dont je vous parlais, c'est celui de Bernadette Menu. J'ai fait exprès, hein, c'est pas par coquetterie, de mettre les couvertures des livres, comme ça vous pourrez aller vérifier mes propos sur pièce. Donc, l'ouvrage s'appelle « Nouvelles recherches sur l'histoire juridique, économique et sociale de l'ancienne Égypte » aux éditions L'Harmattan. Il date, hein. Il ne vient pas de sortir. Donc, le gourou Peter Goulou aurait pu en disposer et vérifier les sottises qu'il a racontées. Bon. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dame? Page 358, notez, vous pouvez aller vérifier. Rien ne permet de déceler dans l'Égypte pharaonique la moindre trace d'un esclave privé. Quant à l'esclavage public, le rôle présumé de l'esclavage, c'est-à-dire la fourniture de main-d'œuvre abondante et bon marché, logé, vêtu et nourri, est rempli par un système de travail obligatoire, qu'on appelle corvée, requis périodiquement de toutes les couches laborieuses de la population, qu'il s'agisse d'Égyptiens de souche ou d'étrangers déplacés. Dans le cadre du travail rémunéré, tous les dépendants, qu'il s'agisse d'anciens captifs de guerre, de paysans ou d'ouvriers d'origine égyptienne, sont dénommés de la même manière, soit Hémou, soit Bakou. Ceux-ci, lorsqu'ils jouent un rôle repérable dans la documentation publique ou privée, apparaissent non comme des esclaves, mais comme des sujets libres, titulaires de droits et redevables d'obligations. Carré. Je vous laisse la suite. Allez vérifier, page 358. L'Égypte ancienne, la plus illustre civilisation négro-africaine qui ait jamais été, et qui a duré 3000 ans, il n'y a jamais eu d'esclavage. Quand on vérifie dans leurs archives dont on dispose. 3000 ans. Ils ont construit des édifices consommateurs de main-d'œuvre. Vous voyez, les pyramides, elles sont encore aujourd'hui d'actualité. Et pourtant, ils n'ont pas employé des populations serviles. Au contraire, les populations étaient rémunérées. Il y a même, un papyrus, voilà, qui établit la première grève documentée, grève d'ouvriers sur les chantiers. Dans une société esclavagiste. Dans une société réputée esclavagiste par les greniers et consorts. La première grève, ils disent, bon, ils étaient rémunérés en nature, mais ils étaient rémunérés. Ils disent, bon, ça ne suffit pas, là, un sachet de 1000, non. Farid, tu descends, tu nous donnes 2 sachets parce que nos enfants ont grandi. Grève! On a augmenté, on a acquis, hein? C'est pas les Hollande, là, 300 de grandes ranges de délocalisation. Bon. Deuxième proposition qu'on avait vue, c'est les rois nègres qui sont les producteurs de bois d'ébène. Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse rapidement. Ce que je fais là, c'est très scolaire. Et c'est très facile. C'est-à-dire, quelqu'un vous entraîne sur son terrain.
il propose une économie argumentée et vous cassez la tête pour essayer de démonter les principaux dispositifs de son économie. Tant que vous êtes sur son terrain, vous perdez votre temps. Ça, c'est le premier pas. Le plus important, c'est de proposer votre propre discours contre le sien. De ne plus jouer sur son terrain, mais de produire votre propre épistémologie du problème. Bon, je ne rentre pas dedans. Mais ici, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais rester donc sur ce qui est très scolaire, démonter ces arguments un à un. Mais je vous en prie, allez plus avant. N'en restez pas là. Allez plus avant dans la connaissance. Comme dirait chez Anta Diop, armez-vous de science jusqu'aux dents. D'autant que la plupart des documents aujourd'hui nous sont particulièrement accessibles. Je vais vous parler, dans la suite de mon propos, de cet ouvrage. C'est l'une des grosses références de la littérature, de l'histoire africaine, de Willem Bosman, téléchargeable sur Galicia. Donc ça va coûter 10 € pour faire la relecture et je vais vous montrer tout de suite un truc qu'il y a dedans. Tout à l'heure. Alors donc, on dit que c'est les Rodney qui étaient le producteur et on ajoute tout le temps que dura la traite. Voilà un. C'est pas moi qui ai écrit le livre. Alors celui-ci, au moment où j'écrivais mon premier ouvrage au début des années 2000, il était introuvable. Quand on le trouvait sur la table, sur la toile, il valait une fortune. Là maintenant, il a été réédité en France par les éditions Chardin, il vaut je crois une trentaine d'euros. Comment moi j'ai eu le mien, mon exemplaire, que j'avais, bon ça je l'ai racheté, mais je l'avais sous cette forme, mon exemplaire, c'est à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui avait un exemplaire, et j'ai demandé à quelqu'un d'en faire une photocopie pour moi au début des années 2000. Aujourd'hui, cet ouvrage est disponible, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça l'histoire, il est disponible aux éditions Chardin pour une trentaine d'euros, il est importantissime. Importantissime. C'est pas pour faire le malin que je présente ces ouvrages, parce que là, ce sont des gens qui parlent, qui étaient vivants à l'époque où ça se passait et qui vous décrivent comment ça s'est passé. Donc, à vous de lire et de vous faire votre opinion sur des sources directes et non pas de vous asservir aux interprétations de tel ou tel charlatan. C'est très important. C'est très très important. Donc, voici ce qu'il dit Gomez Ciales de Zurara. Je n'ai pas fait de notice biographique à chaque fois, sinon je n'ai pas m'en sortir. Mais alors, rapidement, lui, c'est l'un des employés du fils du roi du Portugal, celui qui a financé les expéditions transatlantiques au début du XVe siècle. Donc, lui, c'est l'un de ses plus proches collaborateurs et qui raconte dans ce livre comment ces expéditions se sont passées. Il décrit même les premiers captifs africains, dans quelles conditions ils ont été attrapés. Il décrit même la première vente en 1444 à Lagos des captifs africains 235. Il décrit, c'est des chapitres. C'est dedans. Donc on n'a pas besoin de grenure, il y a juste à acheter ça pour savoir comment ça s'est passé. On va vous dire dedans, si ce sont les Rwandais qui, durant toute la période que durera le nana, ont produit et vont exporter. Il va vous dire. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, Zurara, page 103-107. Il dit, en cette année 1441, l'infante, c'est-à-dire Dom Henrique, je viens de vous dire, infant, c'est-à-dire le fils du roi, le roi, je crois que c'est Joao Ier à l'époque, et lui, c'est l'un des fils de ce roi, Joao Ier. Donc, c'est pas un kidam, c'est pas n'importe qui, c'est le fils du roi du Portugal, qui finance lui-même. Et ce fils du roi du Portugal, sa mère est une britannique, c'est Philippa de Lancastre. Sa sœur, Isabelle est l'épouse du duc de Bourgogne. Donc, c'est entre eux là-bas. Quand on parle de la responsabilité des Africains, on n'invoque pas l'origine de la fortune de toutes les familles, les couronnes royales occidentales, qui est une origine sanguinaire, dont elle se répète encore aujourd'hui. Ça, on ne parle pas de ça. Mais je laisse ça à côté, puisqu'il n'a pas évoqué. Je laisse ça à côté, c'est cadeau. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il a armé, etc. Fit armer un navire de petit tonnage dont il remit le commandement à un certain Antal Gonçalves, son garde-robe, qui n'était encore qu'un tout jeune homme. Il découvrit des traces d'hommes et de jeunes gens, dont le nombre, à ce qu'il leur parut, pouvait s'élever à 40 ou 50. Et revenant vers la mer, il ne cheminait pas longtemps sans voir un homme nu qui suivait un chameau et tenait 2 aguets, c'est des saguets, ils disent aguets, à la main.
Les nôtres se mirent à le poursuivre. On dirait un roman. Afonso Gutiérrez le blessa d'un coup de lance. Et l'homme, effrayé par ses blessures, jeta ses armes comme pour s'avouer vaincu. Et les nôtres s'emparaient de lui, non sans un très grand plaisir. Ça se passe sur les côtes de l'actuelle Mauritanie, en 1441. Il est où le roi nègre, producteur de captifs? On a dit tout le temps qu'il durera. Hein? Là, c'est le premier captif fait par les Occidentaux sur les côtes atlantiques. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein? C'est écrit par eux-mêmes, l'un des leurs. Alors, il écrit l'ouvrage en 1453, les événements se déroulent en 1441. Il n'a pas pu oublier, il n'a pas écrit juste pour m'arranger. Hein? Bon, on verra dans la suite, il y a des chapitres beaucoup plus éloquents. Donc, je vous ai énuméré ces chapitres. Chapitre 17 de cet ouvrage, chapitre 17. Comment nous, notre Tristan, s'enfuit à l'île d'Adéguété et des morts qu'il captura. Relevez le thème captura. Hein. Il n'a pas dit qu'il a acheté à un Africain qui vendait des morts. Alors les morts, ce sont plutôt les populations arabo-négro-berbères. Hein. C'est un mélange entre des berbères et des Africains. Les premiers à avoir été capturés sont d'abord les gens des Canaries, qu'on appelle les Blanches, et ensuite les arabo-berbères. Parce que voilà, ils prennent les populations au fur et à mesure qu'ils arrivent en Afrique, ce qu'ils trouvent. Chapitre 18, le chapitre d'après. Comment Lanzarote demanda à l'infante l'autorisation d'aller avec ses navires à la Guinée? Lanzarote, c'est celui qui, le premier, va organiser une battue, donc avec ses navires, une flotte, il va organiser une battue, ils vont rasier jusqu'à 235 Africains qui vont vendre à Lagos. C'est la première vente de nègres à Lagos, au Portugal. Il n'y a toujours pas d'Africains dans cette histoire. Ils arrivent la nuit, ils repèrent des hameaux, ils attaquent les gens la nuit et ils les déportent, ils les mettent dans les bateaux, ils vont les vendre. Il n'y a pas d'Africains dans cette histoire qui leur a proposé à vendre quoi que ce soit. Ce n'est pas moi qui le dis. Chapitre 20. Comment ils s'enfuient à l'île de Tiger et où dans les lieux? Et des morts qu'ils y capturèrent. Encore toujours capturés, n'ont racheté personne à personne. Chapitre 22. Du discours que tinrent Gilles et Ernest et comment ils furent à Tidé et des morts qu'ils capturèrent. Voilà. Donc, il n'y a pas d'Africain. Hein. Je passe à une seconde source directe. Là, c'est un juif, Cadamosto, c'est un juif de Venise, qui s'associe avec Dom Enrique pour organiser des expéditions négrières. Ça se passe en 1455-1456, et elle explique comment ça s'est passé. Alors lui, il a rencontré des Africains. On va voir quels sont les Africains qu'il a rencontrés. Donc au niveau du fleuve Sénégal, il a rencontré un certain Zoukeline. Bon, je ne vais pas lire à chaque fois parce que ça fait long. Il a rencontré un certain Zoukeline, qui est le roi d'un pays autour du fleuve qu'il appelle Sénégal. Mais vous prévient. Il dit, cela ne règne que sur des gens fort pauvres, ne possédant ni ville, ni place forte, mais des villages et des paillotes. Nous sommes au milieu du 15e siècle. Au milieu du 15e siècle, voilà quelqu'un qu'on appelle un roi en Afrique occidentale. Il règne sur, il n'a ni ville, ni place forte, il règne sur des villages et des paillotes. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est celui qu'il a rencontré qui le dit. Dans la suite, il vous présente Boudomel, page 61 jusqu'à 65. Boudomel, donc Zoukeline, il règne sur un petit coin qu'on appelle le royaume, où il n'y a que des villages et des paillotes. Et Boudomel est encore plus petit. Il règne sur une province de ce petit truc. C'est écrit, ce n'est pas moi. Il règne sur une des provinces du roi Boudoline, Zoukeline, pardon. Donc voilà le Boudomel en question. Voici les grands rois nègres qui brassaient du bois d'ébène et tout à profusion et qui... Voilà. Alors le Boudomel en question, il promet de vendre 100 captifs à Cadamosto. Pendant un mois, pour trouver 100 captifs, il met un mois à les chercher et il ramène quelques captifs à Cadamosto. Soit dit au passage, ses premiers protagonistes africains sont musulmans. Bon, je pourrais développer pourquoi ils sont musulmans dans le contexte géopolitique, si je généralise, si je zoome, mais, enfin si je prends du recul sur le champ, mais j'aurais pas assez de temps, c'est dommage.
Alors, bon voilà, rapidement, donc, des éléments sur le contexte. Si vous voulez connaître le contexte sociopolitique de l'Afrique, au moment où les Blancs arrivent, au XVe siècle, ils arrivent sur les côtes occidentales, lisez cet ouvrage de Djibril Tamsir Niane. Je ne sais pas si vous connaissez le mannequin Katusha Niane, c'est son père. C'est l'un des plus grands érudits africains de sa génération. Voilà. C'est lui qui a écrit les peuples mandingues, Soujata, les peuples mandingues. Et ça, c'est son ouvrage phare. Le Soudan occidental au temps des grands empires du 11e au 16e siècle. C'est un ouvrage désormais disponible. Moi, je me le suis procuré il n'y a pas très longtemps, au cours de ces dernières années. Et lui vous cite les vraies places fortes de l'Afrique au moment où les Blancs arrivent au 15e siècle dans cette côte. Ce n'est pas les Okéline façon à façon. C'est le Mali. À cette époque, le Mali est grand comme toute l'Europe. En 1456, ça fait déjà une génération que Mansa Moussa a fait son pèlerinage en 1324. Ça fait 100 ans, passé. Que Mansa Moussa a fait son pèlerinage à la Mecque. Mansa Moussa, il a déversé tellement d'or au Caire que le cours du dirham est tombé pendant des années. Et tous les chroniqueurs arabes qui l'ont suivi n'ont pas cessé de raconter cette histoire. Tellement il était riche, ce n'est pas les esclaves qui vont dire. Ils venaient chercher de l'or chez lui. C'était, regardez ça qu'on vous présente là, sur cette image. C'est un lingot d'or qui tient comme ça. Et ça, c'est quoi? C'est au XIVe siècle, un Européen qui fait ce portrait du Mansa du Mali. C'est le plus riche, l'homme le plus riche du monde de l'époque. Il va vendre des esclaves à qui? Tu peux acheter quoi avec lui? Alors, il y a des Américains qui se sont amusés aujourd'hui pour actualiser la fortune de Kankou Moussa. Ils estiment que s'ils vivaient aujourd'hui, tous ceux qui sont dans force, rassembler leur fortune, n'atteindraient pas la sienne, qu'ils ont estimé à 400 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur Internet. Bon, je n'ai pas vérifié comment ils font leur évaluation, mais ça donne une idée des vraies puissances africaines de l'époque. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre des côtes? Les côtes, c'est l'arrière-pays de l'Afrique. À cette époque, les côtes, il n'y a rien. C'est quelques hameaux de pêcheurs qui vont sur les côtes. Sinon, le monde africain est tourné vers la boucle du Djoliba et le Nil. Donc ça, c'est l'arrière-pays. Imaginez, moi, j'arrive en France, je sais pas moi, au XIVe siècle, je m'arrête quelque part, loin vers Marseille, là-bas, et puis je parle, je décris Paris, mais c'est pas bien. Et la distance est moindre, hein. Il y a 780, je viens de Marseille, il y a 780 km entre Paris et Marseille, alors qu'entre les côtes occidentales et la capitale Niani du Mali, il y a quoi? Il y a 2000 km, sauf erreur de ma part. Donc, ils arrivent dans la bourse, ils capturent les gens, et on dit que c'est les rois africains qui les vendaient, alors qu'à cette époque, ceux qui règnent en Afrique, c'est donc le Mansa Mali, c'est donc le Chi de l'empire de Gao, et c'est aussi le Moronaba du royaume Mossi. Si vous voulez savoir la puissance et le prestige militaire, économique, scientifique, etc. de ces gens, du Mansa, du Chi et du Moronaba, lisez l'Afrique noire précoloniale de chez Anta Diop, ça fait plus de 50 ans que cet ouvrage existe. Il a été édité en 61. Et faites la comparaison à cette époque. L'Afrique noire, Ante-Yovota, l'Afrique ancestrale, faites la comparaison avec l'Europe. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils peuvent vendre à ces Africains-là. Ils sont les plus riches au monde et les plus puissants. Mansa Suleiman, qui règne aux alentours de 1453, il peut lever, il a une armée, il ne lève pas une armée, il entretient une armée de 100 000 personnes, de 100 000 soldats, dont 10 000 archers, non, dont 10 000 cavaliers. Et il achète ses chevaux. C'est pas moi qui dis, hein. C'est Ibn Battuta, un voyageur arabe qui a visité donc le pays à cette époque et qui a écrit Voyage au Soudan, donc que vous pouvez vous procurer. C'est lui qui explique, c'est pas moi. Est-ce que ce sont ces gens-là qui nous dirigeaient, nous? Ben, dans tout le monde, il y a toujours des grandes puissances, et puis il y a des poussières, des tribus, etc. Est-ce que ce sont ces grands-là qui répondent vraiment de l'Afrique? On dit responsabilité. Est-ce que ce sont eux qui ont vendu? Est-ce qu'eux, ils ont signé un quelconque contrat avec qui que ce soit pour vendre les leurs? Non. On passe. Alors, à la page 40-41, on va voir maintenant quels sont les premiers
véritable protagoniste. À la page 40-41 de Voyage en Afrique noire de Kadamosto, il nous parle donc d'un toponyme d'une localité qu'on appelle Wadan. Donc, cette ville n'est pas fortifiée, c'est un refuge pour les Arabes. Et une étape sur la route des caravanes qui viennent de Tombouctou ou d'autres villes du pays des Noirs, lorsqu'ils veulent se rendre dans notre barbarie inférieure. L'or et les esclaves sont ramenés à la dite escale de Wadan, où les caravanes se séparent à nouveau et prennent des routes différentes. Les unes vont aux montagnes de Baka, c'est en Cyrénaïque, c'est en Libye actuelle, et de là en Sicile, d'autres à Tunis, et sur toute la côte de Barbarie, d'autres encore atteignent Aguen. On a deux toponymes. On a Wadan, et à la fin de l'extrait, on a Aguen. Vous verrez ce que c'est Aguen. Le prince Dom Henrique, donc celui qui a financé le financier des premières expéditions atlantiques, infante du Portugal, a conclu, ça c'est page 41-42, a conclu avec cette ville d'Aguen. Donc on a vu, il y a un schéma qui va suivre, on a vu que Wadan est une sorte de hub, d'où vient tout ce qui sort de l'Afrique noire, et de là c'est dispatché vers différentes destinations, Tunis, etc., et Aguen. Dom Henrique signe un contrat avec les gens d'Aguen, qui est aussi une ville arabe. Wadan, ville arabe, Aguen, ville arabe, qui est une île. Aguen est une île. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il signe un accord pour 10 années, page 41-42 de ce petit ouvrage. C'est rien, on peut le lire en un trajet de métro. Mais c'est une source directe. C'est lui, il est allé sur place, il vous dit ce qu'il a vu. Et il n'a pas vu de Noirs qui lui vendaient des trucs. Bon. En vertu duquel, donc un accord de 10 années, en vertu duquel personne ne pourra entrer dans le golfe pour commercer avec les Arabes, à l'exception des Portugais, lesquels ont fait bâtir des maisons sur la dite île où sont installés leurs facteurs. Un facteur, c'est le représentant d'une maison de commerce. Donc moi je suis à Paris, j'ai besoin de quelqu'un qui me représente à Marseille pour mes business, ça s'appelle un facteur. Aujourd'hui, c'est des sociétés anonymes qui ont donc des filiales. Le facteur, c'est l'ancêtre de la filiale, on va dire. Ainsi, ce seigneur Dom Henrique fait-il présentement construire un château sur cette île de manière à assurer et établir à perpétuité ce trafic. C'est la raison pour laquelle vont et viennent des caravelles du Portugal à cette île d'Aguen toute l'année. Cette ville d'Aguen fournit chaque année au Portugal 800 à 1000 esclaves. Donc, on vient de vous dire, la première localité, ce n'est pas un royaume africain, c'est la ville, l'île d'Aguen, qui est le premier port pour les Portugais de déportation de captifs nègres en raison de 800 à 1000 par an. Ce n'est pas des Africains, c'est une ville arabe. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit c'est une ville arabe. Wadan, le grand hub, ville arabe. Aguen, l'une des destinations des produits obtenus à Wadan, est aussi une ville arabe. Et c'est avec cette ville arabe que Dom Henrique passe un accord de 10 ans. Et c'est même là où sera construit le tout premier fort des Européens en Afrique. C'est donc pas un roi ou bien un royaume africain où ils sont allés s'installer pour ramasser. Moi, je suis un commerçant. Lui, il est le plus gros fournisseur de bois d'ébène. Et je vais le laisser pour aller trouver même pas Wadan, qui est encore un hub. Mais il aller trouver Aguen qui prend des trucs qui viennent de Wadan. Non, je vais directement le voir et puis je deal avec lui, j'aurai au meilleur prix. Et on ne peut pas dire qu'en 1456, quand Kadamosto raconte ces trucs, on ne peut pas dire que les Portugais ne connaissent pas l'existence du Mali, je viens de vous montrer, ils ont fait même un dessin où ils montrent que le roi est le plus riche. Donc ils auraient pu. Et même, il y a des preuves qu'ils ont envoyé des ambassades, plusieurs ambassades, à cette période déjà, plusieurs ambassades chez les Mansa Mali. Donc ils pouvaient aller directement là-bas, s'il y avait plein d'esclaves qu'on vendait,
allez prendre en gros et ce serait moins cher. Non, la première localité où ils ont installé leur fort, où ils ont commencé à dealer du nègre, c'est une île arabe, île d'Arguin. C'est toujours au large de l'actuelle Mauritanie. Et donc voilà le schéma. Il y a l'Afrique noire ici, on ne sait pas très bien ce qui se passe là-bas. En tout cas, il y a des produits qui débarquent à Ouadane, qui est un hub. Donc, moi, je ne peux pas dire que les Mansa Mali, là, ils vendaient. On ne l'a pas dit. Je ne peux pas le dire. Mais par d'autres sources, je sais qu'ils ne vendaient pas. Je peux vous le confirmer. Par des sources écrites arabes, je sais. Je n'ai pas ramené mon recueil des sources arabes de Joseph-Marie Diok. Voilà, il y a une soixantaine d'auteurs arabes qui ont parlé de l'Afrique depuis le 8e siècle jusqu'au 16e. Il n'y a pas de Mansa Mandé qui vendent, il n'y a pas dedans. Vous pouvez vérifier. Donc voilà Ouadane. Et de Ouadane, ça se dispatche un peu partout, en Libye, en Sicile, à Tunis. Et une partie à l'île d'Aguin. Et c'est avec l'île d'Aguin que le fils du roi du Portugal de l'époque passe un deal pour obtenir des captifs nègres. C'est clair. On avait dit toute la période, on dit tout le temps que durera la traite. Et là, nous sommes au milieu du 15e siècle. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu de protagonistes africains prendre une part particulièrement significative dans ce commerce. Donc déjà, cette proposition, toute la période que durera, tombe en désuétude. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Les premières déportations négrières, il n'y a pas d'Africains dedans. Voilà ça, c'est pas moi qui ai dit, c'est ceux qui ont fait qui ont dit. Voilà, on passe sur la suite. Alors là, donc, on avait tout à l'heure, j'ai fait le schéma, il montre les localités protagonistes. Maintenant, on va venir sur les personnes, les vrais détenteurs du business, les maîtres du jeu des échanges. C'était la troisième proposition, que les Africains étaient les maîtres du jeu des échanges. Je vais vous montrer que ça n'en a rien à voir. Les Africains qu'on cite, c'est Zoukoli et Boudomel, on a dit, c'est des gens qui règnent sur des huttes et des paillotes. Kada Mosto, ce n'est pas un gars, c'est le fils d'une riche famille de Venise. Vous savez que Venise était une ville, à cette époque c'était un marché aux esclaves, Venise. Ville-État même avant. Oui, mais une métropole de la vente d'esclaves, ça c'est documenté. Prenez Christian de la Campagne, Histoire de l'esclavage. Venise est l'une des métropoles de la vente et de l'achat et vente d'esclaves à l'époque. Donc Kada Mosto, il sait d'où il vient. Et d'une famille riche, enfin noble, etc., de cette ville de Venise. Donc il y a Kada Mosto, il y a Zoukoli et Boudebel. Ça, c'est les deux Africains qu'on cite. Les Mansa Mandé, les Soni Ali. Lisez l'histoire de Soni Alibert, chers enfants. C'est le plus grand général de toute l'histoire de l'Afrique de cette époque. Le plus grand général. Soni Alibert, son nom signifie Soni Ali le Grand. Voilà. Imaginez Jean-Jacques Dessalines, quoi. Lui, il est plus puissant encore que Jean-Jacques Dessalines au plan militaire. C'est ceux-là qu'on devait étudier. Quand on étudie l'histoire militaire d'Afrique, c'est ceux-là, c'est l'action de Soni Alibert qu'on devait étudier. Donc, vous voyez, il règne de 1464 à 1492. Or, Kada Mosto a fait son voyage de 1456 à 1400. Il a fait deux voyages, un en 1455 et l'autre en 1456. Hein? Il n'a donc pas pu matériellement rencontrer Soni Alibert pour que celui-ci lui vende des esclaves, puisque, voilà, les dates même ne contrôlent pas. Mais il y a le Moro Naba. Ça, c'est les vraies personnalités politiques de l'Afrique de l'époque. On ne les voit pas dans le trafic. En revanche, revenons sur le cas de notre cher Dom Henrique. Dom Henrique, il n'est pas seulement le fils du roi du Portugal. Il a obtenu du pape Eugène IV une bulle papale datée de 1420 qui lui octroie toute l'Afrique. Toutes les régions d'Afrique qu'il découvre à partir de 1420 lui appartiennent en propre. Pourquoi lui, il n'est pas le principal maître des jeux de l'échange puisqu'il est le propriétaire juridiquement de ces côtes. Toutes les côtes qu'il découvre lui appartiennent. C'est une bulle papale qu'on peut découvrir dans l'ouvrage de Fassassi. Hassani Fassassi. Le pape Eugène IV, en 1420, écrit une bulle. Et c'est la plus grande autorité morale, juridique, politique de l'Europe de l'époque. Il lui dit, toi, mon fils, voilà, toutes les côtes africaines que tu découvres, c'est pour toi. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, je te les donne. Donc c'est le big boss. Et lui, on ne le note pas. On
va nous chercher des oukelines, des boudomels qui rentrent ici, des hameaux, des trucs. Le big boss, le parrain du trafic, c'est lui, c'est Dom Enrique. En plus, il a un titre politique et administratif, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il est le premier gouverneur de Guinée. C'est-à-dire, chaque fois qu'il découvre, chaque fois que les expéditions qu'il envoie découvrent de nouvelles terres, on dit découvrant 10 000 Guinées, ça lui appartient et il est aussitôt gouverneur. Il n'a jamais mis les pieds en Afrique, mais c'est lui le big boss, le parrain. Politiquement, administrativement, il est le premier gouverneur de Guinée. On dit oui, il n'a jamais mis les pieds en Afrique, mais est-ce que Louis XIV a mis les pieds aux Antilles? Jamais. Mais c'était lui le roi des Antilles. Et lui, là, on ne le voit jamais. On cite des rois nègres, je ne sais pas où on les trouve. Le big boss, c'est lui. Il est le premier gouverneur de Guinée. Il a obtenu une bulle papale qui lui donne le monopole, l'exclusivité, la propriété de toutes les terres d'Afrique qu'il découvre. Ah, pitié. Je vous disais, bon, je vais passer rapidement parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Il ne reste plus qu'un quart d'heure alors que je ne suis pas encore à la moitié de mon propos. Alors, pour bien montrer que les maîtres du jeu de l'échange, ce sont encore ceux qui, juridiquement, sont considérés comme les propriétaires des régions qu'ils découvrent et qui, militairement, possèdent un avantage technique absolu. Vous allez voir, ça c'est, dans mes recherches, l'une des toutes premières confrontations militaires entre des Africains et le Kadamosto. Et ça, on ne le cite jamais, ce passage de Kadamosto. Hein. On dit c'est un sociologue, il raconte, il y a des oiseaux, ils sont gris, ils sont verts, les Africains, ils se marient à 3 femmes. Voici l'un des passages les plus importants du texte. Qu'est-ce qu'il explique ici? Ils sont à 3 caravelles. Ils veulent aller sur le fleuve qu'on appelle aujourd'hui Gambie. Et là, ils rencontrent une population qui dit non, non, ça c'est nos autorités, on ne veut pas de vous ici, pardonnez, partez, nous on ne veut pas de vous ici. C'est qui? C'est une flotte d'une quinzaine de pirogues, dont chacune contient environ 30 soldats africains. Qui leur dit, mais écoutez, c'est chez nous ici, dégagez, on ne veut pas de vous. Mais lui, là, ils font quoi? Ils ont quoi? Ils ont des lances, et les blancs ont des canons et des arbalètes. Et ils sont dans des caravelles, vous êtes sur des pirogues. Et vous les empêchez de venir sur vos eaux territoriales. Ça se termine comment? C'est pas moi qui dis, c'est lui qui écrit, page 90-91. D'abord, ils lancent des bombes dans l'eau, au milieu de la flottille africaine. C'est des soldats africains. Ils lancent des bombes dans l'eau. Ouais, évidemment, l'onde des bombes déstabilise les machins. Et après, ils lancent des arbalètes. 150 Africains périssent tout de suite. Donc, la flotte de Kadamosto, 3 caravelles, compte 150 Africains sur des pirogues, 3 caravelles avec des canons et des arbalètes, contre des Africains avec des lances. Il n'y a pas match. Et ce rapport de force, d'inégalité des forces militaires, sera maintenu toute la période. Imaginez, moi, dans mes us et coutumes, ça fait 2000 ans. Pendant 2000 ans, avant le 15e siècle, les Blancs pratiquaient l'achat-vente d'êtres humains chez eux. Pendant 2000 ans. Donc pendant 2000 ans, ils le faisaient. Donc ça, c'était dans leur tradition. Deux, ils ont l'avantage militaire absolu. Est-ce que ces conditions ne suffisent pas pour imposer ce système à ceux même qui le veulent ou qui ne le veulent pas? Évidemment, quand ça chauffe pour ça, pour se chercher, il y en a qui vont être des complices. Mais complicité et responsabilité, il faut bien voir. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit que les maîtres du jeu pendant toute la période, c'est les Africains, c'est eux qui contrôlaient, c'est eux qui maîtrisaient. Donc on n'a pas dit il y a 2-3 complices. Voilà. On dit tous les Africains pris collectivement sont responsables de leur propre déportation. Voilà. Ceux qui refusent, voilà comment ils finissent. Ne venez pas dans nos autres territoires, pardonnez, allez ailleurs, nous on ne veut pas de vous, on les a écrasés. Donc, qui est maître? On ne sait pas. Alors là, je fais ma propre pour Dada. Je vous cite, mon dernier ouvrage. Alors, quand on entend
certains souverains africains s'exprimaient sur le sujet. Quand on a des lettres de souverains africains qui s'expriment sur le sujet, voici ce que quelques-uns disent. Ça, c'est dans mon second ouvrage, à la page 121. Je cite le grand frère Bouemba Bong, qui a fait un immense travail avant le mien, et qui est intitulé « Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe ». Il y a une nouvelle édition, des éditions d'Agran que je viens de voir, mais il y a eu 2 éditions précédemment. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ah ben voilà, pareil. Il y a des Européens qui sont venus sur les côtes de Bénin pour dealer du nègre. Le roi du Bénin a confisqué leur caravelle. Il a confisqué leur caravelle. Il dit, je ne veux pas de ça chez moi ici. Donc on n'a pas dit, ah, bonne arrivée, merci, venez, j'ai plein de bois de pain de fouguer. Il a confisqué leur caravelle. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Francisco de Goes de Saint-Jorge, le 19 août 1513, qui fait un rapport à son roi. Vous dites, ah, c'est chaud ici, hein, chez les Béninois, là. Ils ne veulent pas nous vendre leurs frères. C'est compliqué, le roi a bloqué notre caravelle, il l'a confisqué. C'est lui qui l'a écrit. Et c'est Bouemba Bong qui a rapporté le test. Mais l'original du test, c'est Joseph Balom Wenmevouda, un historiographe gabonais, qui a écrit un ouvrage où il est allé dans les archives du Portugal pour étudier ses correspondances entre les souverains du bassin Congo et les souverains du Portugal. Et il y a un article très intéressant sur le sujet. Donc là, on a vu le bas, il a refusé. Il a même confisqué les caravelles. Ça se passe en 1513, au 16e siècle. Là, maintenant, on va voir la lettre, la fameuse lettre de Mwene Venga Nzinga. Alors, ça c'est le Congo. Le Congo Dinanza, à l'époque où il écrit cette lettre, c'est l'un des plus puissants, l'un des plus riches pays d'Afrique, dont la superficie fait 2 500 000 km² environ, estimé par Raphaël Batsikamana, qui a écrit un ouvrage sur le Congo de l'époque. Donc, le roi Congo, donc le Mwene Congo, écrit une lettre qui est disponible, qui a été trouvée dans les archives, je vous ai dit, je vous donne les sources. Il écrit cette lettre, elle est datée du 6 juillet 1526. Il envoie à son frère, il appelait son frère Dom João III, roi du Portugal. Qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre? Chaque jour, les marchands enlèvent nos sujets, enfants de ce pays, fils de nos nobles et vassaux, même des gens de notre parenté. Cette corruption et cette dépravation sont si répandues que notre terre en est dépeuplée. Pour éviter cet abus, nous n'avons besoin en ce royaume que de prêtres et quelques personnes pour enseigner dans les écoles, et non de marchandises, si ce n'est du vin et de la farine pour le saint sacrifice. Son frère en Christ, il implore, vos marchands, je peuple mon pays, pardon, il faut le dire. Il peut imaginer qu'il ne sait pas, le roi de Portugal n'a jamais mis les pieds là-bas. Donc il envoie un courrier pour lui dire, et qu'est-ce qui finit, comment ça se termine? C'est notre volonté que ce royaume ne soit un lieu de traite ni de transit d'esclaves. Je n'ai rien inventé, c'est un courrier qui existe dans les archives portugaises qui a été publié par, je vous dis encore, Joseph Balom Wenmevouda. Et vous pouvez trouver les références exactes à la page 140 de mon premier ouvrage. Donc c'est pas Oba. On a vu le Oba refusé dans une lettre. On a vu le Mwene refusé dans une lettre. On passe à la suite. Je crois qu'il y a un précédent. Attends, encore. On va voir un troisième. C'est le roi d'Alada, Tésiphon. Et là, il parle au Français. Les Français disent, bon, parents, tu vois, nous, on fait du business et tout ça. Bon, il y a moyen d'installer un fort vite fait dans ton pays. Voilà ce qu'il a dit. Vous allez construire une maison dans laquelle vous mettrez d'abord 2 petites pièces de canon. L'année suivante, vous en mettrez 4. Et en peu de temps, votre factory, c'est-à-dire votre maison de commerce, va se métamorphoser en un fort qui va faire de vous le maître de mes États et vous rendre capable de m'imposer vos lois. Il refuse, le Tésiphon d'Alada. Il refuse qu'on mette un fort chez lui, parce qu'il connaît le rôle stratégique des forts. Alors pensez, quand vous pensez,
Pensez aux bases militaires françaises aujourd'hui dans vos pays. Hein? Les rébellions, les coups d'État, vous croyez que ça se décide où? Soit à l'ambassade et ça se... Ça se passe depuis le... voilà, il vous explique. Il faut vous l'expliquer déjà, il faut lire vos ancêtres. 17e siècle. Alors, ceux-là, ces refus-là, pourquoi ils vont pas prospérer? Une raison très simple, la sécurité militaire des gens qui veulent imposer le système. Ça ne suffit pas de dire je ne veux pas, tu ne veux pas, mais tu n'as pas le moyen d'assumer ton refus. Ça va faire comment? On va te virer. C'est tout. Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Bon, on avance. Alors, l'un des maîtres, on ne cite jamais, c'est la première multinationale capitaliste au monde. C'est la véritable maîtresse des côtes africaines. Elle a été fondée en 1602 et dissoute en 1799. On l'appelle communément la VOC, la Compagnie des Indes occidentales. C'est la première multinationale capitaliste. C'est le plus grand propriétaire au XVIIe siècle, parce que les Portugais ont fait les temps. Ils vont être remplacés par les Hollandais. Entre parenthèses, vous savez comment ça se fait? Les Portugais, par l'Inquisition, vont chasser les Juifs qui détenaient le business du commerce dans leur pays. Ça va appauvrir le Portugal. Et une bonne partie de ces Juifs vont s'installer en Hollande. Et à partir de ce moment, la Hollande va se lever et ça va devenir la première capitale financière, bancaire et de l'esclavage. Voilà. Et c'est là, c'est la première compagnie, c'est cette compagnie, c'est la première compagnie, la première société par action, société anonyme par action, la VOC. Ça veut dire des gens mettent de l'argent pour créer une compagnie, mais de façon anonyme. Ça, c'est la première, c'est la VOC. On ne vous en parle pas, pourtant ça a duré de 1602 à 1799, 200 ans. C'est la première multinationale occidentale capitaliste au monde. Dans la suite, si j'ai vraiment le temps, vous allez voir son comportement est l'archétype de l'attitude des multinationales jusqu'à nos jours en Afrique. Si j'ai vraiment le temps, hein, c'est dommage. Voici le fort Saint-Georges de la Mine. En français, on dit Saint-Georges de la Mine. Qui a été construit par les Portugais. Ils ont été chassés évidemment par les Hollandais. Et c'était le QG de la VOC sur la côte des esclaves. C'est l'un des plus importants forts de la période. On vous a dit hein, le rôle du fort. Ctésiphon vient de vous dire le rôle d'un fort. Dans ce fort, il a été construit pour accueillir 30 canons, 32 canons. C'est pas moi qui le dis. Hein. Et là, c'est encore un ouvrage téléchargeable sur Galicia gratuit. Moi, je fais les PDF. On appelle Willem Bosman. Les Français disent Guillaume Bosman. Il a été, donc, dans ce fort que je vous présente ici, il a été conseiller et premier marchand dans le château de Saint-Georges d'Elmina. C'est pas moi qui ai écrit, c'est lui qui a écrit là. Et sous-commandeur de la côte. Donc, non seulement c'était un haut cadre de la VOC sur les côtes. Il a vécu 13 ans sur les côtes en Afrique. Et son récit est l'une des références pour connaître la situation sociopolitique de ces côtes dans la période qu'il décrit. Sauf que dans ce récit, il y a un passage particulièrement intéressant qu'on ne cite pas et que je vous aurais cité si j'ai jamais le temps. Vous allez voir, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Dis-moi si je n'ai pas le temps, je vais zapper, je vais expliquer. Essayons d'avancer, il y a encore les 10 bonnes petites minutes. D'accord, donc voilà. Le vrai maître, je le répète, de 1602, on va dire, bon, le temps qu'une génération ou deux qui rentre en puissance, c'est en 1637 qu'ils occupent ce fort. Donc déjà, ils rentrent en puissance puisqu'ils évincent la puissance précédente qui est le Portugal. Et ils occupent la place stratégique, la place forte stratégique. Donc à partir de 1637, 1640, la VOC est le maître des jeux de l'échange. Elle possède, attention, là on est sur la côte de l'or, mais depuis l'Afrique du Sud jusqu'au Mozambique, elle possède les côtes. Elle fait le commerce de la Malaguette, etc. avec l'Asie. C'est la plus grande multinationale, le plus grand armateur de la période, le plus grand employeur, genre Total Finance aujourd'hui, quoi, de la période, la plus grande capitalisation boursière, pour parler d'un langage contemporain. C'est la VOC. Et bien entendu, toutes les couronnes royales, y compris la couronne hollandaise, avaient des parts. C'est pour ça que c'est une société anonyme. Hein. C'est pourquoi on ne sache pas quels sont ses véritables propriétaires.
Bon. Bon, là, ça c'est un ouvrage très intéressant qui vous montre comment ça se passe. Donc, je cite en rouge, les Fétou, c'est donc une population africaine de la côte, hein, qu'administre la VOC, n'accepte pas la volonté de monopole des Portugais et accueille les interlopes hollandais, anglais ou français. En 1577, ils montent une coalition avec les Eguafo et les Akans, mais ils sont battus. Les Portugais brûlent leur ville, mais subissent des pertes lourdes d'embuscades dans la brousse. Vous avez vu? Les maîtres des jeux de l'échange, c'est les Africains, mais chaque fois qu'ils se rebiffent, on brûle leur ville. On finit avec ça. Ils sont maîtres en quoi? Ils ne peuvent pas être maîtres tant qu'ils n'ont pas le pouvoir militaire pour assumer leur souveraineté. Jean-Pierre Place. C'est encore ça, c'est un négrier français qui a été envoyé par les businessmen de Nantes, je crois, pour aller faire en 1726-62, pour aller faire du business négrier. Et donc, il fait un récit, il raconte, c'est son arrière-petit-fils qui récupère des archives de la famille et il les publie sous la direction, bien entendu, de notre gourou, Olivier Pétain-Gourou. Et là, il vous décrit, lui, comment vit le gouverneur. Pour vous montrer que le vrai parrain sur les côtes, ce n'est pas des Africains, c'est le gouverneur. Regardez son train de vie, le gouverneur. Est-ce que les Zoukélines vivaient comme ça? Je n'ai pas le temps, sinon je vais vous citer. Hein? Les domestiques sont décorés par des grandes chaînes en or, en bandoulière. Dans le fort que je viens de vous montrer, le gouverneur, le patron de ce fort, voilà comment il vit. C'est pas lui le roi du pays, les gars, les chers frères et sœurs. C'est lui le roi. Pourquoi on va nous chercher des Zoukélines, regardez-le comment il vit là. À cette époque, sur les côtes, quel est le souverain africain qui peut vivre comme ça? On passe, s'il te plaît. Voilà un autre. Théodore Cano. Là, on avance doucement vers les noms des vrais. Alors, je saute des siècles, hein, c'est-à-dire je donne des figures emblématiques de siècle, de période en période. Parce que voilà, je ne peux pas non plus, voilà. Donc je vous ai dit qu'au début, le parrain, c'est Dom Henrique. C'est lui le maître. C'est lui qui passe des accords avec les Arabes, etc., qui organise le trafic, qui expédie et tout. Après, vous connaissez le traité de Tordesillas en 1494, qui partage le monde entre l'Espagne et le Portugal. Et au Portugal revient les côtes atlantiques d'Afrique. Donc, juridiquement, pour les Blancs, l'Afrique appartient au Portugal depuis 1494. Donc, la puissance politique, la métropole de toute l'Afrique, c'est le Portugal. Pourquoi on nous parle des Zoukélines et consorts? Alors, à la mort, il meurt en 1460, Dom Henrique. À sa mort, on confie le business à l'un de ses frères. Qui n'est pas très... Bon, il y a un de ses frères qui va... À la mort de leur père, c'est un de ses frères qui va monter au trône, c'est Eduardo. Mais lui, il reste toujours en retrait. Et après, lui-même, il décède. Et on confie le business de la traite négrière à un autre frère de la famille. C'est toujours dans la famille royale que ça se passe. Mais ce frère, il n'est pas aussi entreprenant que Dom Henrique. Alors du coup, qu'est-ce que les gens font? Ils embauchent du personnel pour les représenter dans les différents... Parce que les découvertes sont... Hein, les possessions portugaises se sont étendues dans la période. Et donc, ils embauchent du personnel, donc des représentants de la couronne portugaise en Afrique, qui sont les véritables chefs. Juste, ça se passe, ça c'est la période jusqu'en 1580, à partir du moment où d'autres puissances négrières européennes vont rentrer en concurrence contre le Portugal. Et progressivement vont évincer le Portugais. Mais les personnels que la couronne portugaise paye et qui vont en Afrique, ils font le business pour leur propre compte. Et la couronne ne gagne pas grand-chose. Estime-t-elle en tout cas. Non, puisque les impôts rendent toujours chaque... Vous savez qu'il y avait une obligation pour que chaque navire qui venait d'Afrique aille d'abord faire vérifier sa cargaison à Séville. Là, il payait à la Casa de Contratación, donc c'était les services fiscaux du trafic. Il payait les droits en fonction de la marchandise qu'il avait avant d'aller la déverser à destination de l'autre côté de la mer. D'accord. Donc, ce que je veux représenter ici,
Dans un premier temps, c'est le fils, c'est Henrique qui gère le business. Ensuite, le business est sous-traité par du personnel sous la responsabilité de la couronne. Mais ce personnel arnaque la couronne. Alors, qu'est-ce que la couronne trouve? Les assientos. C'est quoi l'assiento? C'est un contrat de concession. La couronne dit, bon, il y en a marre de me faire voler, je vends le droit d'exploiter telle partie de l'Afrique à un commerçant ou un consortium de commerçants. Et donc, les premiers, ce sont des commerçants, des riches commerçants de Venise, etc., qui vont acheter les assientos. Non, le premier assiento, je n'ai pas grand souvenir, il est acheté par le favori de l'épouse du duc de Bourgogne, si mes souvenirs sont bons, et cet assiento stipule qu'il doit déporter 4000 bois d'ébène dans les plantations que sont en train de construire les Européens en Amérique. Il y en a eu des centaines d'assientos. Donc ces contrats sont vendus parfois 20 000 ducats et les prix vont monter et ça devient... Et c'est comme ça que les rois s'enrichissent. Ils font rien, ils vendent juste le droit pour toi d'aller trafiquer du nègre en Afrique qui leur appartient de droit divin depuis la bulle papale. Ok? Après, l'époque des marchands va s'estomper parce que c'est la Vogue qui va innover. La Vogue va faire donc un consortium de plusieurs capitalistes qui vont créer une grosse boîte pour faire ce business et évincer tous les concurrents sur la place. Donc on voit la progression. Les rois portent la couronne, gère directement, ensuite elle délègue à du personnel, ensuite elle vend du droit à des privés, elle privatise donc le business, et dans le processus de privatisation naît la première multinationale capitaliste, qui est la Vogue, et qui dure de 1602 à 1799. C'est le vrai maître des jeux de l'échange, mes frères. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Théodore Cadon, il a vécu une dizaine d'années, voire davantage, sur les côtes africaines. Donc, lui, il connaît les vrais barons à son époque. Là, on est au 19e siècle. Depuis, on est au 19e siècle. Là. Alors, là encore, il y a une mutation systémique. On est au 19e siècle. À partir de 1830, les Anglais, il y a l'abolitionnisme, etc. On veut arrêter le trafic. Donc, les protagonistes officiels se mettent un peu en retrait, mais les trafiquants, on appelle ça la traite interlope, c'est-à-dire un aventurier, Jean-Bob Denard, il va en Afrique, il fait de la contrebande de nègres, et il les vend encore plus cher, puisque c'est de plus en plus difficile à trouver. Et lui, qui a fait cette activité pendant des années, et il est reparti d'Afrique avec, je crois, 1 million de fortune qu'il a dilapidé à Boston ou aux États-Unis, il raconte à un abolitionniste, Brandsmeyer, il raconte ce qu'il a vécu en Afrique pendant des années. Et il lui dit, je te dis, quels sont les vrais barons en Afrique du commerce à mon époque. Il les cite, il donne la deuxième. Il donne leur nom. Donc lui-même, Théodore Cadon, on l'appelait Monsieur Poudre à Canon. Vous comprenez? C'était l'un des barons. Mais lui, il a été mis dans le business par Jack Ormond, alias Mungo John. Regardez ça, on dirait du western, franchement. C'est des malfrats. C'est eux les parrains. Francisco Félix da Souza, c'est un métis Brésil-Afrique, qui revient donc sur les côtes et qui se spécialise dans la déportation. C'est l'un des barons sur les côtes du Bénin, actuel le pays Bénin. On l'appelle alias Chacha. Chacha, il va fomenter un coup d'État pour remplacer un roi du Bénin. Ah oui, Chacha, c'est le baron. Adam Dozan, on ne le dit pas dans l'histoire officielle du Bénin. Adam Dozan s'est opposé aux déportations au 19e siècle. On est près de nous là maintenant. Il s'est opposé. Chacha a dit, mais non, mais lui, il n'est pas bien. Ça, c'est mon business, toi, tu dis quoi? Il a chassé, il a fait un coup d'État, et puis il a mis un de ses... Voilà, genre, vous voyez, hein, la France chasse Gbagbo, Aimé Ouattara, et puis le ministre de c'est pareil. Bon, je fais exprès. Pour monter quelques personnes dans la salle. Voilà. Donc, Pedro Blanco, alias le Rothschild de la traite. Là, je ne dis plus rien en avance, pardon. Je n'ai pas d'histoire. C'est très explicite. C'est pas moi. Je n'ai pas ramené le livre, mais regardez le livre. Il ne coûte rien, vous pouvez l'acheter. Ça, c'est une nouvelle édition. Moi, j'ai une ancienne édition de Théodore Cadon. Il vous explique, à son époque, quels sont les barons. Ok.
C'est le dernier slide. Alors je reviens rapidement pour insister sur les modalités de l'intervention des multinationales en Afrique en prenant l'exemple de la VOC au moment où elle s'installe sur le côte. Ce n'est pas moi qui le raconte, c'est l'un de ses employés, qui était donc un cadre de la compagnie, qui le raconte. Je vous signale que cet ouvrage, vous lirez la préface, il est adressé à ses patrons de la compagnie. Il leur dit, il y a beaucoup de gens qui vous racontent plein de sottises sur les côtes. Vraiment, je vois que vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe. Moi, je vous dis la vérité, mais sans compromettre vos intérêts. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui dénonce ses patrons. C'est quelqu'un qui essaye de raconter pour que les patrons améliorent leur business sur le temps. Malgré ça, si on lit bien le texte, et si on lit entre les lignes, voici ce que j'ai compris de la 4e lettre. Il a présenté le travail en 20 lettres, plus 2 lettres qu'il n'a pas écrites, que quelqu'un qui a visité des parties de l'Afrique qui n'a pas visité, lui a écrites pour les décrire. Donc les 20 lettres, ce sont ses propres enquêtes. Et la 4e lettre, non, la 3e lettre, donc on ne va même pas aller dans le test, et voilà ce qu'on découvre. Le comportement de la VOC. Donc, il appelle Royaume de Comani. C'est une localité située sur le littoral atlantique, entre une rivière dite Chama et la ville de la Mine. On vient de voir le fort Saint-Georges de la Mine. Donc, entre une rivière et Saint-Georges de la Mine, il y a un pays que lui il appelait le Royaume de Comani. Et ce royaume, selon les mesures qu'il en donne, doit faire 464 km². Au XVIIIe siècle, un royaume africain de 464 km², c'est-à-dire 3 fois plus petit que la Martinique. À mon avis, c'est une tribu ou bien un truc. Bon, 3 fois plus petit que la Martinique. À une époque où il y a les grandes sociétés font 1 million de km² en Afrique. C'est le pays, l'Afrique est le continent au monde à avoir expérimenté le fédéralisme pendant le plus longtemps, dans des fédérations les plus stables politiquement, dans le temps et dans l'espace. Qu'est-ce qu'il dit? La VOC envoie en 1667, elle envoie un de ses employés, qui s'appelle M. Schwert. Il arrive donc dans un petit village, il massacre le roi et le fait pendre. Ça c'est où ça? Ça c'est la page. À la page 36 du texte. Il fait pendre le roi et toutes les autorités locales. Parce qu'il a engagé des négociations pour installer un fort. Vous avez vu Testifo, il avait refusé, non? Lui, il a engagé, les gens ont dit, oh, moi je parle pas avec vous, il a fini. Donc ça c'est 1687. Et en 1689, il commence à construire le fort de Vredenburg. Donc voilà. Voilà comment ceux qui sont maîtres de, voilà comment on traite les maîtres du jeu, les maîtres du jeu des échanges. Les Africains disent non, on ne veut pas de fort, on les a finis. On a construit le fort de la VOC. Et puis il n'y a rien. Mais les gens ne se sont pas découragés. Une nuit, et là, il y était l'auteur, Guillaume Bosman, il y était à cette époque, c'est en 1693. Une nuit, ils attaquent le fort, les Africains. Manque de peau, il y a 20 canons sur le fort. On n'a même pas utilisé les 20, on a utilisé juste 10 canons. On les a finis. Ça, c'est en 1693. Et déjà, ils ont dit, bon, c'est pas grave. En 1694, la VOC fait quoi? Il y a une montagne à une demi-lieue derrière le fort. Donc, une demi-lieue, il faut compter environ 4 km, une lieue. Donc, une demi-lieue, environ 2 km de poussière. Il y a une montagne. Ils ont décidé d'extraire les minerais de cette montagne, d'épier les ressources naturelles de l'Afrique. Ça vous dit rien, ça? D'extraire les ressources de cette montagne. Ils envoient donc, ils font venir des mineurs européens dans cette région. La population dirait, mais ça ne va pas là-haut. Vous nous avez imposé un fort, ok, bon, on essaie de faire. Maintenant, vous voulez, qu'est-ce qui se passe? On dit, oh, là, toi, tu ne comprends pas. Nous, on a acheté un privilège pour. On est propriétaire de. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Donc, ils n'écoutent pas, ils envoient les mineurs commencer à piller. Et bien, les Africains font une embuscade et ils chicotent les mineurs, ils en retiennent quelques-uns prisonniers. Ah bon? Ah, c'est comme ça. Ok. D'abord,
paye d'autres populations africaines alentour, ils donnent les montants, hein, 8 000 florins, 10 000 florins, paye d'autres populations, recrutent des mercenaires pour attaquer les autochtones qui ont agressé leurs ouvriers. Ok, d'accord. Ils se font donc agresser les autochtones et tout, ils rentrent dans les rangs. Ils vont voir, ils vont négocier avec les Anglais. Ils disent, venez vous aussi installer un fort. Alors pourquoi ils négocient avec les Anglais? Parce que l'inégalité militaire dont je vous parlais. Celui qui a pour soutien les Blancs a un fournisseur d'armes. Avec ça, à la longue, il peut imposer sa loi. Donc, eux, ils installent les Anglais dans un village, dans un autre village. Les Anglais installent un fort. Et les Anglais sont très contents de faire la nique aux Hollandais. Comme par hasard, à partir du moment où ils installent les Anglais, 3 batailles vont s'en suivre que la VOC perdra à chaque fois. Elle va recruter des mercenaires, mais ils vont se faire taper à chaque fois. Pourquoi? Parce que les Anglais soutiennent en sous-main les autochtones, ils leur fournissent des armes et tout. 3 batailles successives, alors que les premières batailles avec 10 personnes, on les finissait. Là, c'est chaud. 3 fois, ils n'ont pas pu. La VOC n'a pas pu. La 4e fois, la VOC propose de négocier. Les Anglais disent, mais vous êtes malades, ça ne va pas là. Ils recrutent des mercenaires africains, vous les tapez, et les captifs de guerre, à votre avis, ils deviennent quoi? Ils sont recyclés sur le marché de bois de Belge. C'est ça là qu'on dit, les Africains fournissaient leurs propres frères. Donc on paye des rebelles, c'est les cas, ça vous dirait? On paye des rebelles pour vous attaquer, que vous gagnez contre eux. Les Anglais qui vous ont donné les armes pour les machins, eux, c'est les captifs de guerre. Donnez-nous les prisonniers en fait. Donc, quand les gens entrent en négociation pour signer un accord de paix avec la Hollande et Comani, non, les Anglais disent, mais vous êtes malade, il ne faut pas accepter ça. C'est pas bon là, c'est pas bon. Nous, on promet tout ce que vous voulez, mais ne s'accepte jamais de vous rebloquer. Donc, qu'est-ce que fait la VOC? Elle va recruter d'autres mercenaires dans d'autres pays, là, en fait, dans d'autres villages alentours. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète le frère du roi de la localité. Le roi, le chef, bon, il lui dit roi, moi je ne suis pas sûr, mais bon. Elle l'achète, elle le corrompt, elle l'achète, et elle recrute des mercenaires, elle le met à la tête de ces mercenaires pour combattre sa propre nation. C'est un traître. Hein, ça vous dit rien comparer Sankara? C'est un traître. Ils se font encore battre sévèrement pour récompenser le traître. Vous savez ce que fait la VOC? Lui, plus ses enfants et sa femme sont déportés à Suriname, ils deviennent esclaves. C'est pas moi qui raconte, c'est dans ça, c'est téléchargeable gratuitement. C'est dans ça, c'est la lettre 3. Ils sont déportés à Suriname comme esclaves. C'est comme ça que finissent les traîtres. Vous savez, Savimbi, hein, Bozizé. Bon, Bozizé encore, il a plus de chance que Savimbi. On va devoir conclure. Non, attends, pardon, pitié. Je finis rapidement. Donc, bon, comment ça se termine? Ils vont réessayer encore de payer des mercenaires. Mais après 3 victoires des Comani sur la VOC, les autres peuvent se dire, ouais, c'est chaud là. Ces gens-là, on ne peut pas. Donc ils payent 8 000 florins à tel peuple. Les gars prennent l'argent, les Anglais vont leur dire, non, ne bougez pas. Voilà, on vous donne même 10 000 florins, mais ne bougez pas, n'attaquez pas. Ils vont avoir encore d'autres peuples, ils leur donnent de l'argent, 10 000 florins. Les Anglais passent par derrière, non, ne bougez pas. Ils n'en peuvent plus. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Quelques années plus tard, ils vont chercher le frère qu'ils avaient déporté à Suriname, le ramènent, il va se réconcilier avec ton frère. Hein? Hein? Vous connaissez la réconciliation nationale? Commission de la commission. Voilà la commission de réconciliation. Donc les frères sont contents, ils en ont marre de faire la guerre. Ils disent, bon, on va se réconcilier, frère, si tu es revenu, tu as cessé d'être là, ok, c'est bon et tout ça. Ils se réconcilient. Mais les Anglais, ça ne les arrange pas là. La paix entre les Hollandais et les Comani, ça ne les arrange pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils assassinent le roi. Pour pousser ils assassinent le roi pour Sébil Azizani. Et du coup, les instabilités reprennent. Et ils financent d'autres mercenaires, le frère du roi, et c'est lui qui finira par prendre le pouvoir. Je voulais vraiment raconter cette histoire et terminer par là. Je ne ferai pas d'autres conclusions, j'ai été trop long. Je vous remercie de votre attention.
Les slides, je les garde pour moi, mais j'ai fait un texte de ce que je viens de vous raconter là, cette histoire de la VOC, et que j'ai intitulé « Guerre de la VOC contre le royaume de Kumani ». Je vais le mettre, ce sera le prochain article de mon blog, afrocentricité.com. Donc c'est le prochain article que je vais mettre sur mon blog, parce que ça fait des mois que j'ai rien mis dessus. Donc vous pourrez voir le texte en entier, ce que je viens de raconter. Merci. Voilà. Merci beaucoup.